Ok, nous sommes aujourd'hui dans le chapitre numéro 5, référent à des concepts de poussée et butaire des terres. Dans ce chapitre, nous allons analyser quelques structures de soutènement typiques pour déterminer leur stabilité. Donc, l'idée est de comprendre les forces qui provoquent les ruptures et les méthodes d'analyse de ces structures simples de soutènement. D'abord, on peut faire une définition des différents types de murs de soutènement qu'on peut les récupérer en trois catégories. Donc, nous avons d'abord la catégorie type mur poids et aussi appeler ce type de murs des murs gravitaires. Et l'idée c'est de pousser les poids du mur à la poussée de terre. Donc, ce type de mur peut être construit en bloc de maçonnerie, un bloc de pierre ou massif de béton. Donc, on va ici résumer. Ici aussi, nous avons quelques exemples de ce type de murs qu'on trouve dans ces catégories. Donc, des structures soit en béton, massif de béton, ou construites à partir des blocs de maçonnerie. On passe en deuxième catégorie qui s'appelle des murs flexibles. Ici, on peut dire que comme des exemples de ce type de murs sont des murs en gabion qui sont composés de pannières en trellis métalliques remplis de pierres. Donc, aussi, nous avons un exemple de ce type de construction de murs flexibles, du type de murs en gabion. Une troisième catégorie sont les murs en terre renforcée qui utilisent des matériaux géosynthétiques pour renforcer la terre. Aussi, donc, nous avons un exemple de ce type de construction. Donc, quelle que soit la catégorie,
des deux murs. Donc, l'idée, c'est que l'ingénieur doit s'assurer que le mur est stable sur les charges anticipées et quel type de charges on peut rencontrer. Donc, charges du type statique, charges dynamiques, ou sismiques, pression des fluides, forces de percolation. Ok. Ici, nous allons voir quelques définitions associées à des concepts de poussée bouteille de terre. D'abord, la définition du remblai. En anglais, c'est le backfill. Donc, basiquement, c'est les sols retenus par les murs. Nous avons une deuxième définition que c'est le coefficient de pression active du sol. K sub 1. Donc, il s'agit du rapport entre les contraintes latérales et verticales à l'état limite des contraintes. Donc, lorsque la structure de rétention du sol s'éloigne légèrement du remblai ou du sol est retenu. Donc, dans ce cas, si on fait un schéma d'une structure de rétention, on a une contrainte horizontale dans la condition de repos. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déformation. Et dans la condition active, donc on laisse la structure se déplacer latéralement, ce qui produit une surface de rupture et une condition active de pression. Donc, dans ce cas, comme on peut voir, la structure de rétention s'éloigne légèrement du remblai ou du sol retenu.
Également, on peut faire la définition pour le coefficient de pression passive du sol. Donc, il s'agit de rapport aussi entre les contraintes effectives principales latérales et verticales à l'état de limite des contraintes lorsque la structure de rétention du sol est poussée contre la masse du sol. Donc, on revient en schéma similaire. Dans une condition initiale au repos. De nouveau, la surface de rupture. Donc, basiquement, comme mentionné, donc l'idée dans cette condition, la condition passive, c'est que la structure de rétention donc est poussée contre les sols. Et voici donc la force de réaction dans ce type de conditions du sol. Aussi, on peut voir que la surface de rupture est plus grande que dans les conditions actives. Et on va voir pour ce type d'explication dans dans la section suivante. Donc ici, on passe au concept de base de pression latérale de terre. Donc nous allons maintenant examiner les pressions latérales du sol sur un mur vertical qui retient une masse de sol. Et ici, dans cette section, ce chapitre, nous avons abordé deux théories, celle proposée par Coulomb et celle de Rankine. Donc, tout d'abord, nous allons développer une compréhension de base des pressions latérales du sol en utilisant un modèle générique et en posant des hypothèses suivantes. Ok, une première hypothèse, que c'est que le mur de rétention du sol est vertical. La deuxième,
On a aussi donc l'interface entre les murs et le sol est sans frottement. Et il m'a fallu dire que ce sont des hypothèses pour la théorie des rankings. Bon, on passe à la troisième hypothèse. Troisième hypothèse, la surface du sol est horizontale et aucune contrainte de cisaillement n'agit pas sur les limites horizontales et verticales. Quatrième hypothèse, donc le mur est rigide et se tend en profondeur infinie dans une masse de sol sèche, homogène et isotrope. Et cinquième hypothèse, donc on parle d'une sol lâche, condition lâche et initialement dense en état au repos. Donc, considérons les murs illustrés dans la figure suivante. On va appeler ce côté ici, le côté mur arrière. Ce côté ici, les murs avant. Quelques éléments des sols qui sont des intérêts. On va l'appeler élément A et élément B, situés en profondeur C de la surface du terrain. Ok, donc ici, on va essayer de ici que c'est notre mur. Donc si le mur reste rigide, ça veut dire qu'il n'y a aucun mouvement. Donc les contraintes verticales et effectives et les contraintes verticales et horizontales au repos sur les éléments A et B
sont les suivantes. Donc, on va parler des conditions initiales au repos. Donc, basiquement, pour les éléments A et B, s'il n'y a pas de mouvement du mur, donc on peut dire que notre contrainte verticale est comme ça et la contrainte horizontale, c'est donné pour cette expression. Et donc, pour le soit pour l'élément A, pour l'élément B, donc, basiquement notre distribution dans ces conditions au repos, ça sera contrainte verticale, contrainte horizontale. Donc, et aussi pour rappeler, et gamma prima, c'est les poids volumiques effectifs du sol. Et K0, c'est le coefficient de pression de terre au repos. Ok, donc on peut représenter ces états de contrainte initiales dans un cercle de mots. Donc, quelques éléments. Ok, donc nous avons la contrainte, contrainte de compression et contrainte de cisaillement. Donc, pour cet élément des sols, notre représentation dans les cercles de mots sera et le point de la contrainte principale mineure.
Donc, on va appeler celui-ci le cercle numéro 1. Donc, ici, on peut observer qu'on ne touche pas l'enveloppe de rupture. Et maintenant, si nous supposons une rotation autour de la base du mur, suffisant pour produire des plans de glissement dans la masse du sol, soit du côté derrière ou soit du côté avant du mur. Donc, on va obtenir une distribution des lignes de glissement aux lignes de rupture comme les suivantes. Donc, on revient de nouveau à la représentation du mur. On va dire ici qu'on a la base du mur autour de laquelle on va produire une rotation vers la direction du sol, ou si on laisse que le sol produise une rotation vers l'extérieur. Donc, on va voir ça un peu plus clair avec les schémas. Donc, pour le côté mur avant, on produit une rotation du mur vers le sol. Et la surface du terrain. Et on arrive à une distribution des lignes de glissement, lignes de rupture, de la façon suivante. Donc, on va appeler cette partie ici la zone passive. Donc, ici, la masse des sols résiste à la rupture. Donc, ici, il faut pivoter les murs contre le sol pour provoquer la rupture. Et l'inclination de ces lignes de rupture qui sont parallèles, bon, dans les schémas ne sont pas du tout parallèles, mais basiquement, toutes ces lignes de rupture suivent l'inclination.
ça, moins phi prime divisé par 2. Ok. On peut faire une chose pareille pour les côtés de mur et arrière. Donc, de nouveau, c'est la base du mur. Dans ces cas, donc on produit une rotation du mur de la façon suivante. Donc, ça sera vers l'extérieur du sol et arrêtez-nous. Ça nous amène à la production des surfaces de rupture comme le suivant. On appelle tous ces ensembles de surfaces de rupture pression active, selon la théorie de Rankine. Et on dit que c'est selon la théorie de Rankine parce qu'on a donc dans ce cas la hypothèse de l'inclination de ces surfaces de rupture, soit pour les cas passifs, soit pour les cas actifs. Dans le cas actif, c'est angle ici, c'est égal à 45 plus phi prime divisé par 2. Donc ici, la masse du sol provoque la rupture. Ok. Donc, après faire ce type de changement, donc, qu'est-ce qui se passe avec les contraintes effectives latérales sur les éléments A et B de la figure initiale? Donc, pour cet élément ici et pour cet élément ici. Donc, on va voir dans les schémas suivants. On revient à une figure similaire, surface de terrain. On a donc notre schéma de mur. Donc maintenant, on produit donc ces déplacements relatifs du mur. Et on revient aux éléments. Situés en profondeur. Certes,
à partir de la surface du terrain. Donc, pour la condition passive, on a la contrainte verticale et une contrainte horizontale qui est modifiée dans données par les coefficients de pression de terre dans la condition passive et pour l'élément A dans la zone active. Ok. Donc, ici, il faut dire que la contrainte est verticale sur les éléments A et B ne change pas. Ok. La contrainte effective est latérale sur les éléments A sera réduite. Et pour les éléments B, sera augmentée. Ok. Donc, nous pouvons aussi tracer des cercles de mort supplémentaires pour représenter ces états de contrainte des éléments A et B après produire ces déplacements du mur et produire la condition de contrainte dans les cas actifs et dans les cas passifs. Donc, contrainte des éléments, contrainte normale. Donc, je vais essayer de tracer les cercles numéro 1, que ce sera de la condition au repos. Donc, on localise la contrainte verticale, que ça sera commun pour les trois éléments, basiquement les éléments A et B dans la condition au repos et les éléments A et B dans les conditions actives et passives.
Donc, ça, c'est une représentation schématique de cercle de Moore. On verra la définition des contraintes. Donc, ici, on a la contrainte avec la composante passive. Donc, c'est une contrainte plus grande. Basiquement aussi, il faut se dire que ici, on a un cercle. Donc, c'est un peu la difficulté pour dessiner la forme exacte du cercle de Moore. On va appeler ici le cercle B. Et pour l'élément A, on va faire une chose similaire. OK. Et aussi, donc, les deux, les deux cercles, soit dans la condition active, soit dans la condition passive. Donc, ils touchent l'enveloppe de rupture. Donc, on va ajouter les différents éléments. Les mots que l'on. Donc, comme on peut voir ici, donc, on a comme point de départ la contrainte effective verticale. Il est différent, donc ça sera donné pour la contrainte latérale, soit dans les conditions passives, ou soit dans la condition active. OK. Donc, pour qui, aussi, faut compléter ici, on va appeler le cercle pour l'élément A. Donc, pour que l'élément de V arrive à l'étape de rupture, la contrainte effective latérale doit être supérieure à la contrainte effective verticale, comme on va montrer dans la figure. Ici aussi, on peut trouver les éléments du cercle de Moore, comme les pôles, pour les deux cercles de Moore. Donc, pour le cercle V, notre pôle est situé dans cette position ici. Pour le cercle de Moore A, dans la condition active, notre pôle est situé dans cette position ici. Donc, à partir du pôle, on peut trouver donc l'orientation des plans de rupture. Ça veut dire quand dans le moment de l'intersection avec l'enveloppe de rupture. Donc, par exemple ici, pour la condition active, et pour la condition passive. Ok. Donc, ce plan ici, pour la condition active, pour le cercle A, a un angle d'inclination alpha égale à 45 plus phi ligne divisé par 2. Et également pour les cercles V, B. Donc, donc toutes ces lignes sont ces lignes ici et ces lignes ici. Donc, elles sont parallèles à les plans de rupture qu'on a montré précédemment.
pour la condition active et pour la condition passive. Ok, donc les rapports entre la contrainte effective principale latérale et la contrainte effective principale verticale à la rupture pour les cercles A et pour le cercle B est donné pour les expressions suivantes. Donc pour chaque élément A, élément B, donc on se rappelle que l'élément A c'est dans la condition active et l'élément de B dans la condition passive. La rupture, le sous-index F, donc failure or rupture, ou phi prime c'est l'angle de frottement interne du sol. Et cette expression ici peut être expressée en façon plus simplifiée. Donc c'est le coefficient de pression latérale pour la condition active. Donc coefficient latérale pour la condition active, condition latérale de pression pour la condition passive. Par exemple, si on utilise, si on a une relation entre le coefficient actif et le coefficient de pression de la condition passive, donc ça peut nous aider à simplifier des choses. Par exemple ici, pour un angle de frottement égal à 30 degrés, donc le coefficient de pression dans la condition active, ça sera égal à 1 tiers. Ok, donc
On voit donc la différence entre les valeurs des deux types de coefficients de pression. Donc, la pression latérale selon la théorie des rankings sera donnée par les, les expressions suivantes. Donc, pour cette, c'est la profondeur de l'élément de sol qu'on a montré schématiquement dans les définitions antérieures. Ça ici. Donc, ça, c'est notre SF. Ou ici, on a gamma prime, que c'est le poids volumique du sol. Je vais dire ça. Ok. Donc, les équations précédentes indiquent que pour une couche de sol homogène, la pression latérale du sol varie linéairement avec la profondeur et le coefficient de pression latérale active et passive s'applique uniquement aux contraintes effectives. Donc, pour les sols au-dessus de la nappe phréatique, on a les considérations suivantes. Donc, on peut résumer ça. Donc, sol au-dessus de la nappe phréatique, on utilise les poids de volumiques effectifs. Et dans ce cas, le poids volumique effectif, ça sera égal à un poids de volumique total. So, en dessous, donc le poids volumique effectif, ça sera égal à un poids volumique saturé moins le poids volumique de l'eau. Ok.
Donc, après, on peut voir la variation des pressions actives et passives. Et après, on va ajouter des autres composants comme les pressions hydrostatiques et des sous-charges. Pour cela, on a les schémas suivants et on va diviser les différents composants. Un composant actif, un composant hydrostatique et un composant de surcharge. Ok. Donc, d'abord, on va commencer por la composante passive. Et l'idée, ça sera donc de calculer les différentes composantes des forces résultantes qui sont montrées dans la figure. Donc, la force latérale correspond. Donc, basiquement, correspond à l'air ou la surface du diagramme de pression. Où H0 correspond à la hauteur du mur. Ok, donc, comme ça, on trouve euh, la partie de cette première expression. Pour du, que ça sera la composante active. Ok, donc, ça sera cette composante ici. Pour 3, donc si la nappe phréatique est présente, on doit ajouter la pression hydrostatique
à la pression latérale du sol. Donc, par exemple, ici, si on a la nappe phréatique à une distance HW mesurée à partir de la base du mur, donc on a la distribution des pressions interstitielles U égale poids volumique de l'eau fois la hauteur de le niveau d'eau à partir de la base du mur. Et donc on arrive en force hydrostatique. Ok, c'est ces composantes ici. Ok. Pour la quatrième composante, donc il peut arriver qu'on a des contraintes à la surface, on surcharge. Donc on peut faire la définition comme en surcharge active et en surcharge passive. Où la surcharge donc est donnée comme une force, ou basiquement une pression basique, c'est mieux, à la surface du terrain. Donc généralement c'est une force pour unité de surface. Ici donc on arrive à l'explication en termes de force quand on applique la surcharge. Ici ça sera dans les côtés de la condition du côté actif, mais on peut faire la même chose pour le côté dans la condition passive. Et on peut dire une autre chose qui est basiquement la localisation des différentes forces résultantes. Donc, basiquement, la force résultante se localise dans les centroïdes du diagramme de distribution des pressions. Donc, dans le cas du triangle de conditions actives, passives et hydrostatiques, donc ça sera à un tiers du hauteur du diagramme de distribution, soit des pressions passives, soit des pressions actives, ou dans le cas des pressions hydrostatiques, on a pour référence la hauteur du niveau d'eau. Et dans le cas de la surcharge, comme on a un rectangle ici,
Donc, basiquement, les centroïdes du rectangle, ça sera à la moitié de la hauteur du mur. Donc, pour résumer, là, c'est pression latérales pour l'étape passive et active sont caractérisation primaire, que ça sera la composante de pression active. On ajoute la composante de surcharge et la composante aérostatique. Également pour la composante passive, ok, donc ça sera la première partie, que c'est les rappels des concepts de butée, butée de terre. Et dans la séquence, je vais enregistrer une deuxième vidéo où on va faire quelques exemples. Je pense qu'il y a deux exemples pour déterminer la pression latérale active et passive pour un mur dans un profil simple et un profil stratifié. Et dans cette première partie, on va utiliser la théorie de ranking. Et dans la séance suivante, on va parler un peu plus de la théorie de Coulomb.